Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez particulière, je dois dire. Mhm. On va s'intéresser au parcours de l'esprit humain quand il est confronté à une nouvelle terrible, Oui, celle d'une possible fin de vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on nous dit que, voilà, le chemin pourrait s'arrêter là? et c'est une question vertigineuse. On pense tous savoir comment on réagirait, mais la réalité est souvent complètement inattendue Exactement. Et pour analyser ça, notre source est unique. et très puissante. Ah oui, ce n'est pas une étude clinique ou un essai philosophique, c'est un poème. Un poème, d'accord. Une œuvre qui s'intitule La fin annoncée, de Gilles Besson. C'est un témoignage à la première personne d'une honnêteté brute. C'est ça qui est fascinant avec un document comme celui-ci. Oui. Mission, c'est donc de suivre cette carte émotionnelle qu'il nous a laissée. On va partir du choc de l'annonce, traverser les mécanismes de défense incroyables que l'esprit Mais en place, met en place, voilà, pour voir comment on peut arriver ou non à une forme d'acceptation. on va voir comment la perception de la réalité peut se tordre, se plier, pas pour nous tromper, mais pour nous permettre de survivre à l'insupportable. C'est un voyage au cœur de nos propres systèmes de protection. Alors plongeons directement au moment de la rupture, celui qui fait tout basculer, Hmm. le diagnostic. Le poème, il ne prend aucun détour, c'est presque chirurgical. L'auteur cite les mots exacts du médecin. C'est grave, je vais faire ce que je peux, mais je ne vous promets rien. La phrase est terrible de simplicité. C'est ça. C'est le genre de phrase qui annule tout le reste. Il n'y a plus d'avant, seulement un après, incertain. En thérapie, on sait que les réactions les plus courantes, c'est la panique, la colère, Le marchandage. le marchandage, oui. Le cerveau entre en état d'alerte maximale. Et c'est là que vient le premier choc du poème. L'auteur écrit qu'il a tout de suite compris. L'implication, c'était clair. Il fallait comprendre que ça pourrait être la fin. Donc, on s'attend à un effondrement. On s'attend à un effondrement, oui. Mais pas du tout. Sa réaction, elle défie toute logique. Il se décrit comme conscient, impassible et étonnamment serein. Serein. La dissociation. C'est comme si l'esprit, face à une information trop violente pour être intégrée, se mettait en retrait. Il devient spectateur de sa propre vie, Pour ne pas être anéanti. pour ne pas être anéanti par l'émotion. Exactement. Le poème l'exprime d'une autre manière. Il parle d'une confiance presque aveugle envers le chirurgien. Confiant mon destin à mon chirurgien, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de décharge. C'est tout à fait ça. Comme s'il disait « c'est trop lourd pour moi, je vous le donne C'est un transfert de charge psychique. Imaginez, votre ordinateur reçoit un fichier si énorme qu'il menace de tout faire planter. ». D'accord. Plutôt que d'essayer de l'ouvrir, le système le met immédiatement de côté sur un disque dur externe, en se disant « on verra plus tard Le chirurgien devient ce disque dur externe. ». Voilà. Pour l'esprit, la conscience dit « ce n'est plus mon problème, c'est le sien ». Donc ce calme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est la seule stratégie possible pour que le système ne grille pas. Un disjoncteur émotionnel en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Et ce qui est fort, c'est que le texte ne se contente pas de constater cet état. Il essaie de le comprendre. Il propose une métaphore que je trouve incroyable. Il voit le corps humain comme une machine exceptionnelle dont le logiciel a été programmé uniquement pour la vie. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, d'un point de vue psychologique ? Ah, ça nous dit quelque chose de fondamental. Notre système d'exploitation interne, si on veut, celui qui gère nos fonctions de base, il est entièrement tourné vers la survie. La continuité ? La continuité, le futur, la mort dans cette logique, ce n'est pas une option prévue au programme. C'est une erreur 404, un bug que le système ne sait pas comment trader. Et donc, sa première réaction, c'est... C'est de l'ignorer, pour continuer à fonctionner. Le poème va même plus loin. Il dit que ce logiciel a effacé la mort de sa mémoire pour laisser la place à ce que l'on appelle l'espoir. C'est comme si notre configuration par défaut, c'était l'optimisme forcé. Absolument. Et l'auteur finit par mettre un mot dessus. Un mot qu'on croit tous connaître. Le déni. Le déni. Il dit « Je suis dans le déni, je ne veux pas écouter ». Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ça change complètement notre vision habituelle du déni. Oui, on l'imagine souvent comme une faiblesse, une fuite un peu lâche, C'est ça. face à la vérité. Comme quand on ne veut pas regarder son relevé de compte en fin de mois. Mais là, ça n'est pas ça du tout, n'est-ce pas ? Pas du tout. Le poème le redéfinit comme une force active. Il parle d'une fameuse option additionnelle, une sorte d'assurance optionnelle qu'on aurait tous souscrite sans le savoir.
Et cette assurance, c'est... Il l'appelle l'instinct de survie. Et là, on change de paradigme. Ah oui. Le déni n'est plus une fuite passive, c'est un bouclier qui se déploie activement. L'esprit ne subit pas, il se défend. Et il protège la conscience d'elle-même. Voilà, Un bouclier, j'aime beaucoup cette image. Mais un bouclier, ça isole aussi. évidemment. Et on imagine bien qu'être dans cet état de calme, presque artificiel, quand tout le monde autour est en panique, ça doit créer des situations étranges. C'est le moins qu'on puisse dire. Le poème aborde cette phase avec une justesse incroyable. Il décrit un décalage entre sa réalité, protégée par le bouclier, et celle de ses proches. Et ça mène à une situation... À la fois tragique et absurde. C'est le passage où il dit « les rôles sont alors inversés ». Ça m'a vraiment marqué. Celui qui est menacé dans sa chair se retrouve à devoir consoler les autres. Le texte dit « c'est désormais à moi de les rassurer » pour leur dire que l'échéance est repoussée. C'est complètement fou quand on y pense. C'est une dynamique qu'on observe souvent, et c'est d'une solitude terrible. Terrible. Pendant que le patient est dans sa bulle de protection, anesthésié par l'instinct de survie, les proches, eux, ils n'ont pas ce filtre. Ils reçoivent la nouvelle de plein fouet. Ils vivent la peur que lui a mise à distance. Exactement. En quelque sorte, ils portent l'angoisse à sa place. Ils sont le réceptacle de l'émotion que lui ne peut pas se permettre de ressentir à ce moment-là. Oui, et ça crée une situation d'isolement profond. Vous êtes au centre de la tempête, mais vous êtes le seul à ressentir un calme plat, alors que tout le monde s'agite autour. La communication devient presque impossible. Impossible, parce que vous ne vivez plus dans le même monde émotionnel. Chacun essaye de protéger l'autre, mais en faisant ça, ils se retrouvent dans deux réalités parallèles. On voit bien comment tout le système familial est ébranlé et cherche un nouvel équilibre, même si cet équilibre passe par cette inversion des rôles complètement contre nature. C'est ça. Mais on se doute qu'une bulle comme celle-là ne peut pas durer éternellement. Non, non, non. Comment est-ce qu'elle finit par se fissurer? Elle se fissure presque toujours au contact des autres, justement. Ah, Le poème le décrit de manière très touchante. Il n'y a pas de confrontation brutale, pas de « il faut que tu regardes la vérité en face », ce genre de choses. C'est un processus beaucoup plus doux. d'accord. La phrase utilisée est magnifique. L'entourage, doucement, il m'entraîne vers leur réalité. Le mot doucement est clé ici. Ce n'est pas une agression, c'est un accompagnement. C'est ça, c'est l'amour des proches qui, paradoxalement, le force à regarder ce qu'il fuyait. Parce que pour se reconnecter à eux, pour sortir de cet isolement, il doit accepter de partager leur réalité. Une réalité où la peur et l'incertitude existent. Bien sûr, il ne peut pas rester seul dans sa forteresse de calme. Et il en est parfaitement conscient. Il décrit cette réalité comme celle que j'ai voulu refuser, celle que j'ai voulu ignorer pour éviter de sombrer. Il sait très bien pourquoi il a mis ce bouclier en place. Donc le retour au réel est aussi un retour au danger. Oui, un danger nécessaire. Un danger nécessaire. Et le point de bascule est symbolisé par une image très simple, presque banale, mais d'une force redoutable. C'est-à-dire? Maintenant, la pilule est avalée. Ah oui, c'est fini. On ne peut plus recracher la vérité. Mais très clair là-dessus, ce n'est pas du tout une résignation. La menace n'a pas disparu. Non. Le texte dit qu'il faut désormais vivre avec cette réalité, que la fin annoncée peut encore frapper. On ne peut plus l'ignorer. L'ignorance, ce n'est plus une option. Le bouclier a été rangé. Il a été rangé. Mais il a été remplacé par quoi alors, si ce n'est plus le déni, mais que ce n'est pas non plus la peur panique du début? Qu'est-ce qui a pris la place? La lucidité. Et surtout, une lucidité partagée. Partagé. C'est peut-être la transformation la plus importante du poème. Le je du début, très seul dans son expérience, s'efface peu à peu au profit d'un chacun, d'un on. Et tout ça nous mène à la toute dernière phrase qui, pour moi, est le cœur du texte. La seule différence, c'est que chacun s'y est préparé. Voilà. Cette phrase, elle change toute la perspective. Le drame est toujours là, mais la posture face à lui est... Complètement nouvelle. Exactement. Se préparer n'est pas un acte passif comme la résignation. C'est un état actif. C'est ça. Le déni solitaire et isolant du début, il a été remplacé par une conscience collective, partagée de la situation. Tout le monde est enfin sur la même page émotionnelle. C'est un nouvel équilibre. Plus fragile, sans doute. Beaucoup plus fragile que l'ignorance, c'est certain, mais infiniment plus authentique et peut-être plus solide, parce qu'il est partagé. Donc, si on résume ce parcours incroyable, ce poème de Gilles Besson nous a vraiment offert une cartographie intime d'une épreuve qu'on redoute tous. On est parti d'un choc initial et de cette sérénité
paradoxal presque, Irréel. qui est en fait un puissant mécanisme de survie. Puis on a exploré cette idée que le déni pouvait être une force active, un véritable bouclier psychologique. Après, on a vu le décalage douloureux que ça crée avec les proches, cette inversion des rôles où le malade devient le consolateur, Oui. pour finalement arriver non pas à une résignation, mais à une acceptation lucide et surtout partagée. Et ce texte nous laisse avec une dernière pensée. Une question qui reste ouverte bien après la lecture. Oui. Il se termine sur cette idée que chacun s'y est préparé. Ça soulève une interrogation fondamentale. Une fois qu'on est préparé à la possibilité de la fin, comment est-ce que ça change la façon de vivre le temps qui nous reste? C'est une bonne question. Est-ce que cette conscience aiguë de notre finitude nous pousse à vivre chaque instant avec plus d'intensité? À rendre chaque interaction plus précieuse? Ou est-ce qu'au contraire, elle projette une ombre permanente sur le quotidien, une angoisse de fond qui ne nous quitte plus? Et la réponse, j'imagine? La réponse, j'imagine, est aussi personnelle et unique que le cheminement décrit dans ce poème.